autorités de la sous-région présentent leurs condoléances au président de la transition suite au décès de son père, le capitaine à la retraite, Bakary Goïta. 2 délégations ont fait le déplacement de Bamako, l'une de Burkina Faso et l'autre du Niger. 45 milliards de francs CFA pour financer partiellement le programme d'appurement de la dette des fournisseurs stratégiques de la Société Énergie du Mali et des MSA. Le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé entre le gouvernement et la BOAD vient d'être voté par les membres du CNT. La remise de la carte nationale biométrique sécurisée est en cours depuis cet après-midi. Le lancement a été fait par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. Plus de 35% de la population cible a bénéficié des avantages du projet Accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. C'est le résultat affiché par l'équipe de mise en œuvre du projet à 1 an de la fin. Le constat est fait par la ministre en charge de la Santé en visite dans l'unité de gestion du projet. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Bonsoir. Présentation de condoléances au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, suite au décès de son père, le capitaine à la retraite, feu Bakary Goïta. Des messages de réconfort du président de la transition de Burkina Faso à son frère du Mali, transmis par le président de l'Assemblée législative de transition de Burkina Faso. Une délégation conduite par le ministre nigérien délégué auprès du ministre d'État des Affaires étrangères, Youssouf Mohamed Al-Mouktar, a également fait le déplacement. C'est la Bachili pour le compte-rendu. Moment de compassion à la résidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Quelques heures après les obsèques de son père, le capitaine à la retraite feu Bakary Goïta, le président de la transition reçoit l'envoyé du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, pour la présentation de condoléances. Une tradition qui est une expression de partage de douleur en des moments difficiles. Au peuple du Mali et à son président, le Burkina Faso adresse un message de fraternité et de soutien moral. Ce message est porté par le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Nous sommes des croyants et nous pensons que notre papa, le capitaine Bakary Goïta, repose en paix éternellement au paradis. Et du haut de son repos éternel, nous prions le Seigneur qu'il veille sur son fils, le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, qu'il veille sur le peuple malien et qu'il intercède auprès d'Allah, le Tout-Puissant, pour apporter la paix au peuple malien et à toute la sous-région. À la suite du Burkina Faso, ce message de réconfort du Niger au président Goïta, des condoléances présentées par une délégation nigérienne conduite par le ministre délégué auprès du ministre d'État aux Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration africaine, Youssouf Mohamed Al-Mouktar. Il est accompagné du chef d'état-major des armées nigériennes, le général de division Abdou Sidikou Issa Youssouf. Un temps de condoléances colorées d'empathie pour une solidarité africaine au bon moment, renforçant ainsi les relations sociales. Et suite au décès du capitaine à la retraite Bakary Goïta, père du président de la transition, des communiqués sont parvenus à notre rédaction. Bonsoir Abdoulaye Sako. Bonsoir Salimata Daou. Avec vous, la lecture de ces communiqués. Bonsoir fidèles téléspectateurs de ORTM 1. Nous avons des communiqués du mouvement Mali Espoir, l'Alliance pour une transition intelligente et réussie attire, le comité exécutif national du mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine Myria, le parti politique Ensemble pour la République, le groupe de réflexion et d'action des partis politiques du Mali, le Parti populaire pour le progrès, PP Djamadjigui, le mouvement populaire pour le progrès, PP Djamadjigui, le mouvement populaire pour la consolidation de la démocratie, l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, le mouvement pour un destin commun, MODEC, le pôle politique du consensus, le parti Action pour le Mali, le parti malien pour la démocratie sociale, la nation commune avance, le mouvement des patriotes, Ligue d'action citoyenne, le mouvement patriotique pour la justice, le cadre de concertation des femmes des partis politiques, la convention pour le renouveau et l'émergence du Mali, le parti Rassemblement pour le développement du Mali,
Le Conseil national du parti Force démocratique pour la prospérité, tous présentent leurs condoléances les plus attristées au président de la transition, à la famille et aux proches de l'illustre disparu. Il prie Allah, le Tout-Puissant, pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. À présent, les communiqués des associations, organisations fêtières et autorités indépendantes, le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire et l'ensemble du personnel diplomatique, la conférence épiscopale du Mali, la Fédération nationale des associations des retraités du Mali, l'association des gendarmes retraités et veuves du Mali, l'association pour la promotion de la paix, de l'éducation, de la sécurité, de la santé, de l'environnement, l'association pour le développement du cercle de Bafoulabé, l'union des associations des artistes, des producteurs et des éditeurs du Mali, l'association des coursiers et des néotypistes du Mali, l'ensemble des membres du bureau de la CCIM, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, les familles fondatrices de Bamako, Niaré, Touré et Dravé, l'UMAV, le CNPM, l'Association pour les actions concrètes et citoyennes, la PDP, le FAOD, la Fédération nationale des chasseurs du Mali, l'association, la cellule des sans-voix, l'association des inspecteurs et directeurs retraités de l'éducation, l'amicale des femmes de l'ORTM, l'association des femmes unies du Mali, le comité national olympique et sportif du Mali, l'APCMM, l'association malienne des magistrats et juges des comptes à la retraite, le collectif des ressortissants du cercle de Koulikoro, la chefferie des Diawara et alliés, la coordination des associations et groupements de commerçants détaillants du Mali, le bureau exécutif national et le conseil national de Tabital pour la Cour, la FEMAP, la fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, l'association Carrefour de développement et de la paix au Mali, la FENAFER, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire, l'amicale des anciens professeurs civils du Prytanée militaire de Kati, le bureau exécutif de la coordination des associations des ressortissants des cercles de la région du Mopti résidant à Bamako. Tous présentent leurs condoléances les plus attristées au président de la transition, à la famille et aux proches de l'illustre disparu. Il prie Allah le Tout-Puissant pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Salim Atanda. Les Sako, vous avez également avec vous une déclaration du barreau du Mali. Tout à fait. Le barreau du Mali, fort de sa longue tradition de veille citoyenne, de sentinelle des droits de l'homme et de la sécurité juridique et judiciaire, constate avec regret et non sans amertume la déliquescence de notre justice se caractérisant par de très graves dysfonctionnements dans les pratiques judiciaires et dans le fonctionnement des cours et tribunaux, des manquements graves à la discipline, à la déontologie et à l'orthodoxie des professions juridiques et judiciaires, des confusions de tout genre, concurrence déloyale, interventionnisme qui sape les fondements de la justice, socle de l'état de droit, pilier de la démocratie et de la sécurité des citoyens, le dévoiement de la solennité de la justice à tous les niveaux. Le barreau rappelle que ces dysfonctionnements ont atteint leur point culminant, se traduisant par la récente sortie de 2 magistrats sur les réseaux sociaux et de certains autres acteurs de la justice qui se livrent à des joutes médiatiques, des remises en cause des principes fondamentaux de la République et de l'état de droit, de la remise en cause des principes fondamentaux du procès pénal. La refondation du Mali, tant souhaitée par les autorités de la transition, passe aussi et surtout par le renouveau de la justice dont l'avocat est un acteur majeur et essentiel. Sans une justice forte et crédible, point d'état de droit, il n'est un secret pour personne que tous les acteurs de la justice font majoritairement l'objet de discrédit et de rejet de la part de la population. Les griefs sont nombreux et variés: corruption, traitement de faveur, impunité, lenteur judiciaire, abus de pouvoir, concussion. Ce constat accablant n'honore nullement les acteurs de la justice que nous sommes. Le sacerdoce lié à nos professions nous impose aujourd'hui une remise en cause sans complaisance, un examen approfondi de conscience, un changement général et irréversible de comportement, un réarmement
morale. La justice est le seul instrument de régulation sociale, politique, économique et administratif dont nous sommes à la fois acteurs et sujets. À cette période historique de notre patrie meurtrie, nous, acteurs de la justice, avons le devoir absolu de réincarner les valeurs qui sont les nôtres, de répondre aux cris des concitoyens désemparés à l'appel persistant et bien fondé de l'histoire. C'est pourquoi le barreau du Mali invite solennellement les autorités de la transition à faire respecter l'ordre et la discipline au sein de la famille judiciaire qui est pourtant censée en assurer l'effectivité dans la société. Invite le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à se saisir de cette occasion pour organiser les états généraux de la justice. L'heure est grave. Il faut saisir l'instant présent. Signé le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, Ousmane Bouba Traoré Salimatanda. Merci Abdoulaye. Au compte de la session d'avril, le Conseil national de transition vient de voter un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 30 mars 2023 entre le gouvernement et la BOAD. Ce prêt de 45 milliards de francs CFA servira au financement partiel du programme d'apurement de la dette des fournisseurs stratégiques de la Société Énergie du Mali et des MSA. Fousseni Tunkara. 138 voix pour, une voix contre et une abstention, c'est le résultat du vote en faveur du projet de loi relatif à la ratification de l'accord de prêt paraphé entre le gouvernement et la BOAD le 30 mars 2023 à Lomé. Le prêt est de exactement 45 milliards, mais c'est une opération globale qui doit faire 100 milliards. Donc la BOAD continue à mettre en place la deuxième tranche, la deuxième phase, qui va aussi apporter 55 milliards. L'adhésion des membres du CNT en majorité à cette initiative est un grand soulagement pour le département des mines, de l'énergie et de l'eau. Ce prêt est certes contracté par l'État, mais il va être rétrocédé à EDMSA, mais ou directement à la disposition des fournisseurs qui nous accompagnent. Ça va leur permettre de renouveler leur fonds de roulement et de pouvoir continuer à accompagner. En attendant que nous ne réglons le problème structurel de EDMSA, il faut rappeler que l'État fournit énormément d'efforts et les coûts de production de l'électricité au Mali tourne autour de 200 francs. Alors que EDMSA, en tout cas sur instruction des plus hautes autorités, vend l'électricité à 98 francs, à moitié prix. Ce qui fait que la tension des trésoreries s'exacerbe sur EDMSA, mais surtout le déficit est structurel. Le oui du CNT à ce projet de prêt intervient après les recommandations formulées par la Commission en charge des questions de finances et d'industrie de l'organe législatif de la transition. À l'issue de l'examen du projet de loi, la Commission des finances recommande de procéder à un audit externe des dettes sur EDMSA pour s'assurer de leur sincérité et de leur régularité dès l'entrée en vigueur du présent accord de prêt. Veiller à la mise en œuvre rigoureuse des plans de développement du sous-secteur de l'électricité de EDMSA. Promouvoir les énergies renouvelables et la réalisation des barrages hydroélectriques en vue de réduire la dépendance à l'énergie thermique. Cette séance plénière est la première de la session d'avril du Conseil national de transition. Le ministre de la Refondation de l'État a assisté au débat en sa qualité de chargé des relations avec les institutions. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a procédé cet après-midi au lancement de la remise de la carte nationale biométrique sécurisée. Cette carte constitue un document adéquat au regard des garanties d'inviolabilité qu'elle présente. Reportage Mamari Kone. La gestion des données de l'identité est un enjeu fondamental pour les autorités de la transition. C'est ainsi qu'elles ont décidé, sur la base des données du RAVEC, de produire la carte d'identité biométrique sécurisée afin que chaque citoyen puisse avoir son numéro NINA sur sa carte. La carte nationale biométrique sécurisée est enfin là. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée est l'unique document d'identification. Elle remplace la carte NINA, la carte d'électeur, la carte d'identité classique et la carte consulaire. Elle est sécurisée, personnelle et incessible. Pour cette première phase, tous les Maliens âgés d'au moins 18 ans recevront les cartes nationales d'identité biométrique sécurisées gracieusement offertes par l'État.
commencé le 9 janvier 2023 la mise à jour des données du numéro d'identification nationale NINA pour l'obtention de la carte nationale biométrique sécurisée a pris fin le 31 mars dernier. La joie se lisait sur le visage des premiers bénéficiaires du précieux sésame. C'est un sentiment de fierté mais surtout de satisfaction parce que ce numéro d'identification-là, c'est d'abord un premier moyen d'existence légale. Deuxièmement, on sait que cette carte permet à l'État d'intégrer en fait le club des pays de la CEDEAO où on sait que la carte est devenue un standard. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a salué le leadership du président de la transition dont les efforts ont permis d'aboutir à cette avancée. Il en a profité pour rappeler les avantages que procure ce document. Ce projet a débuté en 2016 et c'est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que la remise a eu lieu. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée a 4 intérêts. Le premier intérêt, c'est d'abord grâce aux éléments de sécurité que comporte cette carte, elle permettra d'éviter facilement la falsification de nos documents d'identification. Le deuxième intérêt, la carte nationale d'identité biométrique sécurisée tient lieu de carte d'électeur. Donc, elle permettra de prévenir la fraude électorale. Le troisième intérêt, elle permet de réduire substantiellement les dépenses de l'État, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Et le quatrième intérêt, le Mali était en retard dans la région. Vous savez, quand vous regardez tous les États, globalement dans notre sous-région, ces États ont commencé à utiliser la carte nationale d'identité biométrique sécurisée depuis plusieurs années. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous rejoignons ces groupes d'États. Le ministre a par ailleurs invité les Maliens à se mobiliser pour retirer leur carte d'identité biométrique sécurisée. Le défaut de mise à jour des informations dans la base de données RAVEC n'empêche pas nos compatriotes d'avoir la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Je profite de cette occasion pour ici préciser que nous avons reçu une instruction très ferme du chef de l'État, c'est de faire en sorte que la remise de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée soit la moins pénible pour nos compatriotes. Nous avons mutualisé l'ensemble de nos ressources humaines pour que la remise soit un succès sous la supervision de l'autorité indépendante de gestion des élections. Une autre innovation, nous permettrons à nos compatriotes, dans un premier temps, de vérifier la disponibilité de leur carte et d'identifier l'emplacement et les lieux de retrait de cette carte. Ceci permettra, bien entendu, d'éviter qu'ils ne perdent leur temps inutilement à attendre dans les lieux de retrait. Il a enfin remercié l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, la MRTP, le PNUD ainsi que les opérateurs de téléphonie pour leur contribution. C'est donc officiel, le retrait des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées a commencé. Simultanément, les membres du gouvernement ont donné le top départ à travers la ville de Bamako. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était au 7e arrondissement avec 2 de ses collègues. Yanya Loutraouri pour le compte-rendu. La voilà, la nouvelle carte nationale d'identité biométrique sécurisée. C'est une continuité de la NINA à quelques nuances près. Sur la nouvelle carte, nous avons entre autres 2 logos, une date d'expiration et elle est de couleur blanche, contrairement à la NINA. La carte NINA s'effaçait. Ça ne sera pas le cas avec la nouvelle carte d'identité biométrique. Sur cette nouvelle carte d'identité, on a plus de 10 niveaux de sécurité. Donc c'est une carte qui est pratiquement infalsifiable. Ce geste de remise symbolique et officiel couronne ainsi la réussite d'un long processus entamé par les autorités de la transition sur instruction du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Exécutée de façon simultanée à travers la ville de Bamako par les membres du gouvernement, la présente opération de retrait dénote de toute l'importance qu'accorde l'exécutif à l'opération de retrait de la carte d'identité biométrique. Nous sommes passés par plusieurs processus avant d'être là aujourd'hui. Donc je suis rassuré et très rassurant aussi que ce processus de retrait va se poursuivre de façon normale afin que chaque citoyen dispose dans un avenir très proche
de sa carte d'identité nationale biométrique sécurisée. La nouvelle carte offre différentes fonctionnalités, comme précisé ici par le ministre Mohamedine. C'est cette carte d'identité qui va englober la carte NINA, elle reste toujours la carte d'identité nationale et ensuite servira de carte d'électeur. Donc c'est une carte qui aura au moins 3 fonctions. Cette carte a été instituée depuis 2016 par la CEDEAO. Donc c'était suite à une réunion des chefs d'État de la CEDEAO qu'ils ont décidé de mettre en place une carte d'identité nationale biométrique sécurisée CEDEAO qui permet à tous les citoyens de la communauté de circuler librement et d'être identifiés. Le ministre de poursuivre avec cet appel à la population concernant le retrait de la dite carte. D'abord, au-delà du site internet jevalidemonina.ml, il y a un numéro SMS, quel que soit l'opérateur téléphonique que vous utilisez, pour situer votre carte. Et au-delà de ça, nous avions aussi mis en place 2 numéros verts qui vous permettent d'appeler pour pouvoir savoir où est-ce que vous devez retirer votre carte. Et le deuxième aspect, c'est la sécurité autour du retrait de la carte. Le retrait est individuel, c'est-à-dire quelqu'un d'autre ne pourra pas venir retirer la carte d'une autre personne à sa place. Et quand vous venez retirer, vous n'avez pas besoin d'amener une pièce d'identité ou une autre pièce. Vous venez parce que le retrait se fait à partir de 2 modes. D'abord, la reconnaissance faciale et ensuite l'empreinte. Au-delà de la carte d'identité nationale qu'elle est, elle servira aussi de carte d'électeur. C'est une carte qui a une durée de validité de 5 ans. La première carte qu'on va donner, elle est gratuite. C'est au renouvellement que la seconde sera payante. Je lance aussi ce même appel à la diaspora pour retirer leur carte d'identité nationale biométrique sécurisée. Monsieur Doumbia compte parmi les premiers dans ce commissariat à recevoir sa nouvelle carte. Je demande à tout le monde de sortir massivement à faire les retraits de leur carte. Ça sert à beaucoup de choses. Ça remplace la carte d'électeur. Ça remplace la carte NINA aussi et la carte nationale. Signalons que l'opération de mise à jour se poursuit et elle se fera concomitamment avec le retrait des cartes. Les numéros verts sont les suivants: 80 00 80 80, 80 00 82 82 et le numéro SMS 37 223. S'enquérir des conditions de production de la carte d'identité biométrique et recenser les difficultés, c'est l'objectif d'une visite de terrain effectuée par les commissaires de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Au terme de cette visite, la délégation se dit satisfaite, même si quelques difficultés demeurent. Boubacar Bablé-Touré pour le compte-rendu. Visite de terrain des commissaires de l'EGE, autorité indépendante de gestion des élections. Elle a concerné la SBA-SA, Solutions biométriques pour l'Afrique, la société chargée de la production de la carte d'identité biométrique, qui servira également de carte d'électeur pour les futures échéances électorales. Par cette visite, les commissaires ont bien voulu s'enquérir des conditions de production des cartes biométriques et des difficultés auxquelles la société est confrontée. Une visite jugée satisfaisante au dire du vice-président de l'organe. Les élections, c'est de notre responsabilité, mais la carte nationale d'identité biométrique relève de par la loi strictement du ministère de la Sécurité. Mais si c'est couplé avec la carte d'électeur, il faut que l'EGE ait son mot à dire. Et si les inquiétudes des commissaires, on voudrait que solution les soit apportée. On a visité tout le processus. Je pense que globalement c'est bon, même s'il y a des améliorations qui ont été demandées par les collègues commissaires. Et nous pensons que ces améliorations seront réalisées très rapidement. Les visiteurs du jour ont pu parcourir la salle de stockage des tablettes, les salles de contrôle de qualité et d'empaquetage des cartes biométriques, entre autres. En dépit des avancées enregistrées, des difficultés subsistent. Les interrogations portent essentiellement sur le nombre de machines, de tablettes pour l'identification et l'authentification, et les délais de production. Et nous pensons que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La société, à travers et son directeur, ont noté les inquiétudes des commissaires par rapport à ces 2 aspects. La visite a été marquée par un point de presse. Les commissaires de l'EGE ont aussi eu droit à une séance sur le processus de retrait de la carte biométrique par les citoyens. Un processus qui débute par la vérification des empreintes, de la reconnaissance faciale, en passant par la vérification des données.
Nous revenons sur les numéros verts qui sont le 80 00 80 80, 80 00 82 82 et le numéro SMS est le 36 223 et non le 37 223. C'est bien le 36 223 pour les SMS. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, participe aux assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale qui se tiennent jusqu'au 16 avril au siège des deux institutions à Washington. Les orientations des plus hautes autorités en matière de politique économique, financière et budgétaire seront au cœur des discussions que le ministre Alousséni Sanou mènera avec plusieurs personnalités des institutions de Bretton Woods. Le commentaire de Boubacar Kanouti. Le ministre de l'Économie et des Finances et sa délégation ont eu successivement des séances de travail avec les administrateurs pays qui sont les représentants du Mali au conseil d'administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il s'agit de Abdul Salam Bello Boubacar pour la Banque mondiale, Lassene Camara pour le Fonds monétaire international. Cette rencontre a permis au ministre de les transmettre les orientations des plus hautes autorités du pays et les priorités du gouvernement afin de mieux les conforter dans leur rôle de promotion et de défense des intérêts du Mali au sein de l'institution. Le ministre Alousséni Sanou et sa délégation ont ensuite rencontré le vice-président Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale, Ousmane Diakana, et les directeurs sectoriels de l'institution. Lors des discussions, le ministre de l'Économie et des Finances a exposé la situation socio-économique réelle, les progrès réalisés ainsi que les perspectives malgré les contraintes liées à la crise multidimensionnelle, à l'absence d'appui budgétaire extérieur, conjugué au durcissement des conditions de financement dues au resserrement de la politique monétaire mondiale. L'économie malienne demeure résiliente avec des taux de croissance économique supérieurs à 3% en 2021 et de 3,7% en 2022. Les perspectives à court et à long terme restent positives et la croissance du PIB réel devrait se situer à 5,1% en 2023 et 5% en 2024 grâce à une robuste production agricole et aurifère. Il a également expliqué toutes les mesures prises par le gouvernement en vue de permettre une meilleure exécution des projets du portefeuille de la Banque mondiale au Mali au bénéfice de la population. Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diakana, a félicité le ministre et à travers lui les autorités maliennes pour la bonne tenue des indicateurs du macroéconomique au Mali. Malgré les difficultés, il a remercié le Mali pour l'intérêt que les autorités portent au respect de leur engagement et aux instruments de l'institution. Le ministre Alousséni Sanou salue la qualité de la coopération entre la République du Mali et la Banque mondiale tout en félicitant les équipes mobilisées dans le cadre de la réussite des projets en cours au Mali. Il a réaffirmé les engagements des plus hautes autorités du Mali à respecter tous ces engagements dans le cadre des choix et des intérêts du pays et de la population. D'une durée de 4 ans, le projet Accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle tire vers sa fin. En 3 ans de mise en œuvre, plus de 35% de la population cible a bénéficié de ces avantages. C'est le constat fait par la ministre en charge de la Santé qui a visité l'unité de gestion du projet cet après-midi à Kati. Reportage à Waditma Kamara. Dans les locaux du CESCOM de Kati Koko 2, l'espoir renaît depuis 3 ans dans la prise en charge des femmes et des enfants en matière de santé. Cela grâce au projet intitulé « Accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle PACSU », un projet gigantesque initié par le gouvernement et certains de ses partenaires. La structure reçoit la visite du ministre de la Santé. Djeminetou Sangaré vient évaluer le travail fait à quelques mois de la fin du projet. Des visites suivies des séances d'explication. Avec 1983 formations sanitaires qui sont sous contrat FDR. En parlant de formations sanitaires, notamment les CESCOM, les maternités, les privés et puis les CCRF aussi sont tous sous formation. Et avec ces formations, comme je le disais tout à l'heure, ils ont pu réaliser plus de 690 bâtiments ont été construits par les formations eux-mêmes sur fonds propres. Plus de 260 réhabilités. Plus de 337 personnels qualifiés ont été recrutés par les formations sanitaires eux-mêmes en fonction de leurs besoins. C'est une bonne initiative. Nous avons eu un panneau solaire et cela a facilité la prise en charge. Ça a été également un soulagement pour les femmes enceintes.
Les cibles du projet sont les femmes en âge de procréer, les adolescents et les enfants. Leur prise en charge se fait grâce à l'utilisation des services de santé de qualité. En somme, le gouvernement et ses partenaires se projettent déjà dans le futur avec beaucoup d'espoir. C'est une visite très importante de voir ce qui se passe au terrain. Je pense que la provision des services de santé de base est vraiment très importante pour les femmes, pour la population, mais surtout aussi pour la stabilité et pour renforcer le contrat social entre les citoyens et le gouvernement. Le constat, il est bon et surtout que nous voyons que le financement basé sur les résultats doit être utilisé partout. Donc, pour avoir les résultats que nous voyons. Donc, ça a permis au CESCOM d'être autonome, réellement autonome, de pouvoir faire des dépenses sur fonds propres, de pouvoir faire des recrutements. Nous avons entendu les témoignages et d'acheter des équipements de labo, équiper le laboratoire et tout ça, améliorer l'accueil et tout ça. Je pense que c'est quelque chose de positif et quelque chose à encourager. Il s'agit de rendre opérationnel très rapidement l'assurance maladie obligatoire, donc cela a été pris en compte. Je pense que dans les plus brefs délais, donc la CANAM viendra terminer, finaliser le processus du CESCOM à l'assurance maladie. Le PACSU couvre les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao et le district de Bamako. Fin de la mission de haut niveau du programme Initiative Spotlight. La mission avec pour objectif de contribuer aux efforts de développement du Mali. Le point avec Fantama Maniatao. Le programme Initiative Spotlight est un projet qui a pour mission de faire évoluer les normes sociales qui soutiennent la pratique des mutilations génitales féminines. Les mariages avant 18 ans, les autres VBG. Il contribue à l'autonomisation des adolescents, filles et garçons âgés de 13 à 18 ans. Notre objectif sur la violence basée sur le genre, c'est que cette situation ou ce fléau que vit le Mali et tous les pays africains soit compris par toutes les organisations de la société civile, par tous les citoyens et toutes les citoyennes. Et qu'il y ait la transformation des normes sociales, il y a la transformation des normes de genre et qu'il y ait beaucoup d'engagement des hommes et des garçons pour que nous puissions prévenir et répondre à ces questions de violence basées sur le genre. L'Association du Sahel d'aide à la femme et à l'enfance ne veut pas rester en marge de cette lutte contre les violences basées sur le genre. Le but, c'était de voir, comme le projet tend vers sa fin, de voir les activités qui sont réalisées, ce qui est fait et voir réellement s'il y a eu un impact sur le terrain. Le département en charge de la promotion de la femme et de l'enfant fournit de gros efforts pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Les initiatives que vous avez vues, ça et là, par exemple le soutien aux victimes des VVG, par exemple le soutien socio-économique, c'est qui crée les activités génératrices de revenus en faveur de ces femmes-là. La meilleure manière de les réinsérer sur le plan social, c'est de les initier des activités génératrices de revenus pour favoriser leur autonomisation. Le programme Initiative Spotlight a offert les prises en charge médicales aux survivantes des VBG. Le dit programme a assuré le référencement vers les services spécialisés pour les autres besoins des prises en charge. Il a aussi autonomisé plus de 490 adolescents dans les filières porteuses, telles que les saponifications et la pâte d'arachide. Point Covid. Ce 11 avril 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 43 tests réalisés, 3 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 13 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Dans le cadre du mois du Ramadan, les victimes et familles des victimes des événements du 10, 11 et 12 juillet 2020 ont reçu cet après-midi un important lot de kits de denrées alimentaires. Le point avec Abdul Karim Kaba. Au total, 100 kits de denrées alimentaires pour 100 ménages, c'est le don fait aux victimes et familles des victimes des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020. Ce geste des autorités de la transition est un appui pour aider ces bénéficiaires à bien passer le mois de Ramadan. Nous avons voulu accompagner ces familles comme nous l'avons toujours fait depuis le 20 mars, sinon depuis le 10 juillet 2020 à nos jours, afin de soulager, sinon d'accompagner les familles des victimes à mieux
accomplir leurs devoirs religieux. Les responsables du comité stratégique du M5 RFP et du groupement des victimes et familles des victimes des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020 ont tous salué cet élan de solidarité des autorités. Le porte-parole des victimes n'a pas manqué de demander justice et plus d'assistance aux blessés. Pour le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, l'heure est à l'Union pour le développement du Mali. Nous nous sommes levés pourquoi ? Pour un nouveau Mali. Et ce nouveau Mali, il ne s'agit pas d'amener un nouveau type de Malien. Ce pays a des valeurs. Ce pays a été fondé sur des valeurs. Il s'agit de renouer avec l'ensemble de ces valeurs pour que nous puissions réussir la refondation. À savoir, être véridique, être honnête, avoir peur de la chose publique, prôner l'amour du bien-être de ton prochain. Le Mali est un pays de dignité. Nous devrons cultiver cette dignité. Des remises et des bénédictions ont meublé cette soirée des dons aux victimes et familles des victimes des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020. Disparu le jeudi 6 avril dernier, Aliou Touré, directeur de publication du journal Le Démocrate, a été retrouvé lundi soir. Aujourd'hui, la cellule de crise pour sa libération a animé un point de presse. Le président de la cellule, non moins président de la maison de la presse, Bandiogo Dante, salue cette liberté retrouvée. Le directeur de publication du journal Le Démocrate, Aliou Touré, s'est réjoui de retrouver ses collègues. Aliou Touré a également salué la mobilisation et la disponibilité de tous. Et sur le même sujet, sur communiqué de presse, la haute autorité de la communication a appris avec soulagement que Aliou Touré, journaliste et directeur de publication du journal Le Démocrate, a été retrouvé sain et sauf. La HAC se réjouit du retour de M. Aliou Touré auprès des siens et remercie tous ceux qui s'étaient inquiétés de sa disparition. Oui, le mois du Ramadan est une période de dévotion, de partage et d'entraide, mais l'entraide serait en train de prendre une tournure de plus en plus qui a un air de publicité pour les donateurs. Une pratique interdite dans l'islam, sauf si l'intention du donateur est de créer une saine émulation auprès d'autres personnes de bonne volonté. Voyons tout cela dans ce reportage signé Bemba Sibi. Le mois de Ramadan est une période de spiritualité, de prière, de partage et d'entraide. Cette dernière prend de plus en plus une allure de matu vu. Nombreuses sont les actions de solidarité dont l'objectif est de soigner l'image du donateur. Le matu vu, vraiment, ce n'est pas une bonne chose pour moi. Un vrai musulman, quand tu veux aider ton prochain, c'est dans la discrétion. À mon avis, si tu fais du don, du bien, vraiment, il faut faire en toute discrétion. Mais faire de ça une publicité, ce n'est pas fait pour Dieu. Quand tu fais du bien, il faut faire de telle sorte que quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne voit pas. Mais je pense que cette valeur a tendance à disparaître aujourd'hui dans notre quotidien. Beaucoup de personnes qui ont souvent des voisins les plus proches qui se trouvent dans des précarités qui ne disent pas son nom, partent voir d'autres types de groupements pour faire beaucoup plus de pubs par rapport aux dons qu'ils donnent. La discrétion, une valeur religieuse mais aussi socio-culturelle qui est foulée ainsi aux pieds. Pourtant, l'islam recommande la discrétion dans la solidarité pour les fidèles. Tout ce que nous faisons, nous devons avoir dans l'intention que ces actions ou cet acte, nous les faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les faisons pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les faisons pour avoir le paradis dans l'au-delà. Donc faire des prières ou des zakats pour que les gens soient fiers de vous, pour que les gens le disent, ça ne doit pas être l'objectif d'un musulman. Cela aussi ne veut pas dire que tout ce que nous faisons, nous devons les cacher. Il y a des actes que nous pouvons le faire en public. Nous devons faire des actes qui peuvent inciter d'autres personnes à le faire. Cela n'est pas interdit, mais à l'intérieur de vous, vous devez être sincère et vous devez le faire avec le dévouement, pas pour les gens, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. La discrétion dans les actions de solidarité est de mise. L'exception, c'est quand l'objectif est de créer une saine émulation. Avec le mois de Ramadan et la multiplication des actions de solidarité, difficile de se retrouver. En tout cas, les personnes en situation de vulnérabilité vont être soulagées pendant un temps.
Appropriation du contenu du projet de nouvelle constitution par les chefs des services régionaux et autres couches socio-professionnelles de la région de Kita. La correspondance de Mahamadi Alioubari. Il s'agissait au cours de cette réunion d'échange de faire la restitution de la rencontre avec le président de la transition sur le projet de loi de la nouvelle constitution au Mali à la population quitoise. Parcourant tout le document du projet de constitution, le chef de l'exécutif régional a donné des précisions sur les grandes innovations contenues dans ce document. Le projet de constitution fait allusion à tout ce que nous voulons dans ce pays. Le projet de constitution fait allusion à tout ce que nous comptons accompagner ce pays, d'où notre adhésion totale à ce projet de constitution. Plus de 300 personnes étaient à Koulouba pour écouter cette restitution. Et nous sommes tous chargés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à notre retour chez nous, c'est de restituer ce que nous avons entendu. Des explications claires ont été données en Bamalankan, les différents quiproquos ont été largement expliqués. Donc nous sommes chargés aujourd'hui de commencer cette restitution. D'autres le feront, les femmes, les jeunes, les élèves, des leçons modèles seront faites, mais aussi chaque chef de quartier, de fraction et de village, au niveau de sa circonscription, au niveau de son terroir, est chargé de diffuser ces informations. Au terme de la rencontre, le chef de l'exécutif régional a invité les légitimités traditionnelles de mieux sensibiliser leurs populations respectives autour de ce projet destiné à poser les jalons du Malikoura. Dans le cadre de l'atelier régional d'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024, une délégation du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité est en séjour de travail à Taoudeni. Les détails avec Shilfi Moulay Aïdara. Faire l'état des lieux du processus de la réforme du secteur de la sécurité, partager son contenu et son plan d'action triennal 2022-2024. Voilà, entre autres points inscrits à l'agenda de l'atelier régional d'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité à Taoudeni. Prennent part à ce cadre d'échange les forces de défense et de sécurité, la section impôts de l'aménagement, les acteurs locaux et communautaires sous l'égide du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité a entrepris de tenir dans les différentes régions administratives des ateliers régionaux d'appropriation pour partager le contenu du dit document avec les acteurs locaux en vue de concourir à l'appropriation locale du processus de la réforme du secteur de la sécurité. Cette rencontre se veut de recenser avec les parties prenantes les défis en matière de sécurité et proposer des stratégies pour mieux les atteindre dans le but de soulager les populations. Avec ce plan d'action 2022-2024, le commissariat à la réforme de la sécurité, avec l'appui de son partenaire, à noter l'aménagement, va penser globalement à la résolution des problèmes de sécurité, mais va agir localement en fonction des réalités, des besoins du secteur concerné. L'amour de cet État vous conduit à vraiment collaborer avec vos forces de défense et de sécurité afin que vraiment la sécurité puisse régner dans le pays. Cet atelier d'appropriation sera couplé au renforcement des capacités des membres du comité consultatif régional de sécurité afin de dynamiser un cadre de collecte et de partage de renseignements et informations sur la violence et l'insécurité. Atelier de formation et de sensibilisation des acteurs frontaliers de l'espace de coopération Kénédougou des régions de Koutiala et Sikasso. Brima Kouni. Les responsables des collectivités et les autorités administratives de l'espace de coopération Kénédougou des régions de Koutiala et Sikasso sont en train d'être formés et sensibilisés sur les enjeux de la coopération transfrontalière et la création d'espaces de coopération. L'initiative est du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation pour la dotation du Mali et du Burkina Faso des référentiels de gestion des frontières.
La République du Mali et le Burkina Faso sont deux pays qui partagent une frontière commune longue de 1303 km et entretiennent depuis belle lurette des liens séculaires d'amitié et de fraternité. Ainsi, les espaces frontaliers communs aux deux pays mettent en évidence la nécessité d'une gestion intégrée des frontières pour les besoins du renforcement des liens socio-économiques et culturels. Cet atelier de formation des acteurs frontaliers des cercles de Koutiala, Sikasso et Yorosso devra favoriser l'adhésion des participants à l'initiative de création du groupement local de coopération transfrontalière GLCT Kénédougou. Toutes choses qui devront contribuer à prévaloir l'option du Burkina Faso et du Mali de faire de la coopération transfrontalière un domaine privilégié de leur coopération bilatérale. Le président Tateli se tient à un moment où l'on constate de plus en plus le recul progressif de la menace sécuritaire dans la région de Koutiala. Ceci, grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité du Mali, mais surtout à la volonté commune des hautes autorités du Mali et du Burkina Faso. Le PNUD a contribué techniquement et financièrement à cette formation. Une délégation nationale de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, a mission dans 4 régions du Mali. L'activité est commentée ici dans les brèves nationales par Bokari Koulibaly. Unifier les coordinations des associations et ONG féminines des CAI et recenser ces préoccupations afin de donner une meilleure réponse sont entre autres objectifs de la rencontre tenue avec certains membres du bureau national de la CAFO. Les partenaires qui nous recommandent ça, de recueillir les attentes des femmes de la CAFO, puisqu'il y a une opportunité de financement qui doit se faire par le CECI, la coopération canadienne. Même exercice dans la 2e région où la rencontre a permis à la coordination régionale de la CAFO d'exprimer les problèmes face auxquels elle est confrontée. Le Mali est en chantier de réforme. Les femmes ont leur place pour vous dire que nous devons tous tout faire pour que le bâton de la transition puisse arriver à bon port. À l'image de la 1e et 2e région, la coordination régionale de la CAFO a aussi organisé une rencontre d'information et de sensibilisation sur son nouveau plan stratégique dans la 3e région. Voir nos femmes, nos sœurs, nos mamans, pour leur expliquer le plan stratégique de la CAFO. De 2 aussi, venir voir nos dames pour les encourager davantage à s'impliquer dans le processus de la réconciliation. En mission dans la Venise malienne, la coordination des associations et ONG féminines du Mali est allée recueillir auprès de la coordination de Mopti ses avis et préoccupations sur le plan institutionnel, organisationnel et opérationnel. Recueillir les préoccupations et les besoins des femmes des régions et aussi profiter de l'occasion pour informer, sensibiliser les femmes sur le processus électoral qui est en cours pour leur implication, leur participation à tous les niveaux des différentes échéances électorales. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à 20h45. Merci à toutes et à tous. Bonsoir.